Le discours est très beau, très clair, mais aujourd'hui, je vais vous poser une question que n'importe quel Sénégalais, le Sénégalais lambda, allait vous poser dans la rue. Aujourd'hui, la vie est chère, on parle du loyer, le coût de loyer qui est élevé, les prix sont chers partout. Qu'est-ce que vous allez proposer aux Sénégalais pour amener, en tout cas, pour que tous les Sénégalais retrouvent le sourire? Mais un Sénégalais va d'abord retrouver le sourire s'il arrive à avoir 3 repas par jour. Oui, d'abord. Je crois, hein? Un expert disait que ceux qui n'ont jamais connu la faim, qui n'ont jamais expérimenté la faim dans leur vie, ne savent pas, parlent de la faim peut-être par gentillesse, mais ils ne savent pas de quoi cela retourne. Et ils comparaient la faim à quelqu'un qui avale une lame de rasoir et qui passe la journée avec cette lame de rasoir qui vous déchire les intestins. C'est de la souffrance énorme. Vous l'avez connu, la faim? D'une certaine manière, parce que je ne suis pas né dans une famille riche, nantie, etc. J'ai eu des parents d'une extrême dignité qui ont tout fait pour que j'aie, comme on dit, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. J'ai été au Prytanée militaire de Saint-Louis où on a vécu avec beaucoup de sobriété et il est arrivé aussi des jours où effectivement j'ai expérimenté aussi, disons, une nourriture minimale, n'est-ce pas? Mais au total, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai vécu dans un environnement qui me permet de savoir ce qu'en Afrique, la dignité permet aux citoyens. C'est-à-dire, quelqu'un vient chez vous, il meurt de faim, il trouve un bol de riz où il y a déjà 10 personnes autour d'un bol qui théoriquement, en principe, devait servir 2, 3 ou 4 personnes. Et cette personne dit non, je viens de manger, je n'ai pas faim. C'est ça un peu que nous vivons dans notre pays. Tout doit commencer fondamentalement par nourrir les Sénégalais. Vous savez, ce qui se passe dans nos banlieues, ceux qui, au petit matin, comme on dit, prennent un sandwich, mettent du haricot, de la sauce, etc., ce qu'on appelle le ndambé, n'est-ce pas? Et se bourrent le ventre pour pouvoir tenir jusqu'au soir. C'est des gens qui jeûnent par force, par contrainte. Ils n'ont pas le choix. Ils ne penseront à manger que le soir. Et si le soir, il n'y a pas une possibilité de manger quelque chose de plus élaboré, ils vont reprendre ce qu'ils avaient pris au petit déjeuner. Et vous avez des solutions pour eux? Absolument, absolument. Parce que l'agriculture, encore une fois, permet de nourrir nos compatriotes. Et vous savez, dans nos choix, dans l'agriculture, souvent, il a été question plutôt de, comment dire, de l'abondance. C'est-à-dire, on compte le nombre de tonnes réalisées avec le maïs, avec différentes spéculations, n'est-ce pas? Et là n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est quelle est la stratégie agricole au Sénégal pour régler effectivement la question de ce que certains appellent une sorte de famine non reconnue. C'est-à-dire quand vous avez une grande partie, près de la moitié des Sénégalais, qui ne mangent pas à leur faim, ou qui ne mangent pas, disons, une nourriture qui corresponde à ce qui leur est demandé pour fonctionner normalement et disposer de l'énergie pour fonctionner. Comme disait l'autre, un sac vide ne peut pas tenir debout. Il faut bien qu'on mette quelque chose dans le sac pour qu'il fonctionne. Arrivé au pouvoir, nous nous mettons autour de la table. Le mouvement politique citoyen, lui, déploie, et nous allons le faire d'ailleurs dans moins d'une semaine, comme vous disiez tout de suite à propos de la candidature. Non seulement nous allons, bien entendu, au Conseil constitutionnel, mais nous allons plus loin. Nous allons présenter aux Sénégalais notre plan de développement de l'agriculture. Et ce ne sera pas un plan quantitatif, ça va être un plan qualitatif. Maintenant, nous sommes dans une phase où les candidats, certains épient les uns et les autres. Chaque fois que vous lancez une bonne idée, d'autres s'emploient à aller dans les médias, défendre cette bonne idée comme étant la leur. Comme moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les autres candidats, mais c'est le peuple sénégalais. Je vais présenter au peuple sénégalais notre plan pour l'agriculture, notre plan pour l'éducation et notre plan pour la santé et notre plan global pour libérer les énergies. Parce qu'en plus de ces 3 secteurs, il faut bien libérer les énergies. On a l'impression que vous intéressez beaucoup les autres candidats là. Nous les intéressons beaucoup parce que, vous savez, c'est Dieu qui fait ça, comme on dit. Quand vous êtes une source d'idées novatrices, parce que moi, je ne suis dans aucun carcan, ni doctrinaire, ni idéologique. J'ai fait les mouvements de gauche, ce qui m'a donné une bonne expérience politique, je pense, une bonne éducation politique. J'ai travaillé avec un régime libéral sans être un libéral dans le style que l'on connaît. Et j'ai vécu dans des systèmes politiques où il y avait les conservateurs, les gens.
Moi, je suis pour l'efficacité. Je suis pour que, en politique, on arrête de faire des promesses et qu'on opte pour des engagements. Et je défie tout le monde d'ailleurs de venir faire des engagements. Les engagements pour le mouvement politique citoyen, ça va être quoi? Ça va être de dire aux Sénégalais, en 2012, voici ce que nous pouvons faire pour le pays. Par exemple, la question de l'électricité, je l'ai dit plusieurs fois. Nous n'allons pas dire aux Sénégalais que nous avons besoin de 2 mois, de 6 mois pour régler la question de l'électricité. Nous allons leur expliquer une stratégie pour régler ce problème définitivement et rompre avec le plan Takkal. Le plan Takkal, honnêtement, les experts, tous les experts sont unanimes à dire que tout ce qui est fait dans la précipitation va coûter forcément plus cher que ce qui est fait normalement et planifié intelligemment. On a apparemment une petite accalmie qui de temps en temps nous ramène encore dans le souvenir de ce que nous avons appelé le terrorisme ou la terreur des coupures d'électricité. Donc sur tout cela, nous avons une vision que nous allons développer. Mais le problème, quand nous avons dit la dévolution dynastique, d'autres candidats se sont intéressés à ça et même au mieux on dit qu'ils en avaient la paternité. On a dit qu'on ne ferait pas de bataille de paternité. Ce qui nous intéresse, c'est que tous les Sénégalais, nous sommes d'accord, sont conscients aujourd'hui par un travail méticuleux qui a été fait, un travail systématique qui a été fait, que la priorité pour le Sénégal, si on veut raffermir notre démocratie, si on veut ancrer le pays définitivement dans la démocratie et dans la République, tout ce qu'il nous faut fondamentalement faire, c'est de défendre et de consolider nos institutions. C'était ça la bataille. La bataille, ce n'était pas contre une personne ou contre des personnes. C'est la bataille pour les institutions. Aujourd'hui, tout le monde est engagé dans cette bataille. Ensuite, le thème de la Casamance. Oui, tout le monde a repris cela comme thème important. Alors, nous saluons tous ceux qui, dans ce pays, disent que la Casamance est une priorité absolue. C'est très bien. Maintenant, que ce soit sur des thèmes comme ça, c'est bien. Maintenant, que ce soit les thèmes de notre propre programme, nous aimerions les dérouler nous-mêmes. Oui, vous avez parlé de la Casamance. Je vais continuer sur ça. Hier, vous revenez de la Casamance, vous l'avez dit. Ce matin. Je vous ai entendu dire un jour que si vous êtes élu président de la République, il se pourrait que vous alliez prêter serment en Casamance. Quel sens alors donnez-vous à cet acte-là, le fait d'aller prêter serment en Casamance au lieu de choisir le stade Léopold Sédar Senghor? Alors, le symbole, à mon avis, qui consiste... J'ai en fait dit 2 choses. Hein. Si au soir du 26 février, ou 2 ou 3 semaines plus tard, si c'est au 2e tour, Cheikh Tidiane Gadio est proclamé président de la République du Sénégal, je vais immédiatement prendre un avion comme acte symbolique et me rendre à Ziguinchor. Premier geste. Et ma première déclaration à la nation, ce qu'on appelle un discours d'acceptation de la confiance en moi placée par le peuple sénégalais, je le ferai à Ziguinchor. Et après, j'ai dit que si les conditions techniques et autres sont réunies, je voudrais prêter serment en Casamance. J'ai encore retourné à Ziguinchor pour prêter serment devant la nation. Quel est le symbole attaché à ça? Mon attachement viscéral à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale du Sénégal, mais aussi mon respect, ma considération pour ceux avec qui nous avons un désaccord aujourd'hui et qui ont pris les armes et avec qui je suis convaincu que si nous créons les conditions, ils peuvent déposer les armes, rejoindre la nation et nous pouvons bâtir la paix en Casamance. Je pense que je peux, moi, régler la crise casamançaise parce que j'ai une approche respectueuse, une approche globale. Je tiens compte j'ai un ensemble de propositions par rapport à la sortie de crise et je crois aussi que mon expérience antérieure fonde l'espoir des Sénégalais que ce dossier entre mes mains, il sera résolu sans engagement de date ou sans promesse politicienne sur quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est que la priorité numéro 1 d'un pays comme le Sénégal, qui est en guerre dans le sud depuis 30 ans, c'est la Casamance. Et vouloir installer les Sénégalais dans l'acceptation de cette guerre et de cette crise en disant que bon, on a vécu avec ça jusque-là, le pays continue de fonctionner normalement. Comme je l'ai dit d'ailleurs, reprochant souvent à mes compatriotes de dire que le Sénégal est une terre de paix, c'est vrai, c'est notre culture, c'est ce que nous voulons. Mais la vérité, c'est que nous sommes en guerre dans le sud depuis 30 ans. Okay. Donc, un président élu, la Constitution vous demande de défendre l'intégrité territoriale du Sénégal et d'être garant et symbole de l'unité nationale. Je vais être garant et symbole de l'unité nationale de mon pays
en réglant définitivement la question de la Casamance et en posant maintenant un débat plus large qui est le débat de l'unité panafricaine dans la sous-région et l'approche que je vais faire de là à la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie, etc., d'autres pays frères, pour voir si on peut faire un ensemble un peu plus large et peut-être résorber aussi d'autres problèmes. Mais est-ce qu'en 9 ans de présence dans le gouvernement, vous avez eu, par exemple, à faire des propositions au chef de l'État allant dans le sens du règlement de la crise? Alors, il y avait d'abord un problème méthodologique, un problème, disons, institutionnel plutôt, qui est qu'un ministre des Affaires étrangères du Sénégal, dès qu'il s'occupe du dossier Casamance, pourrait faire de la Casamance, comme on dit, une affaire de politique extérieure du Sénégal. Et ça, c'était pas possible et c'était pas bien. J'ai préféré, bien entendu, laisser le ministère de l'Intérieur du Sénégal, le ministère des Forces armées, qui ont la gestion de la souveraineté nationale, protection du territoire, intégrité du territoire, etc., faire leur travail. Est-ce qu'ils vous consultaient souvent? Qui? Les ministres de l'Intérieur. On s'est informé. Il y a eu une seule fois un incident à l'Union africaine où quelqu'un a voulu inscrire la question de la Casamance dans les discussions. Nous leur avons demandé est-ce que c'était sain d'avoir une telle approche d'une crise si tous les Suds et tous les Nords qui ont des problèmes en Afrique étaient inscrits à l'ordre du jour de l'Union africaine, on allait avoir un ordre du jour kilométrique de plus de 40-50 points. Et donc on doit discuter. Et ce qui était intéressant, c'est que ceux qui voulaient soulever ce problème avaient exactement une crise dans le nord de leur pays. Et ils ne voulaient pas qu'on parle de leur pays, mais ils voulaient qu'on parle du Sénégal. Et je vous garantis que j'ai réglé ça en une demi-heure. En une demi-heure. Je suis allé les voir, on a discuté, on s'est compris. Maintenant, je ne vais pas encore le dire, peut-être un moment où je serai plus à l'aise, président de mon pays, responsable du dossier directement et comptable du dossier de la Casamance, je vais dire aux Sénégalais ce que j'ai pu faire sur ce dossier, ce que j'ai pu avancer comme ébauche de solution et qui était quasiment acceptable, je crois, par beaucoup de parties impliquées dans cette affaire. Ce dossier existe. Ce plan de sortie de crise est entre mes mains et je l'avais élaboré moi-même. Je ne désespère pas d'avoir l'opportunité, encore une fois, de pouvoir régler ce problème. Parce que vous savez, mon expérience de 10 ans, quasiment, de la résolution des conflits, me fait comprendre un élément essentiel. La résolution d'un conflit commence par ce qu'on appelle bâtir la confiance. Si la confiance était perdue, la rétablir. Si elle n'a jamais existé, la bâtir d'abord. Bâtir la confiance pour que les acteurs s'asseyent autour d'une table et chacun pensant que l'autre est de bonne foi et que l'autre est venu pour effectivement trouver une solution. Et j'ai eu des situations extrêmement difficiles où on est resté des nuits entières au Méridien sans dormir avec nos frères et sœurs de Mauritanie, par exemple, sur un dossier très difficile, très pénible, mais on a tenu jusqu'au bout parce que je leur ai dit régulièrement, chaque fois qu'on était proche de ce qu'on appelle un échec, je leur ai toujours dit que l'échec n'était pas une option. Pour moi, pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. Il faut qu'on réussisse. Alors, si je le fais pour d'autres pays frères, imaginez que je sois en mesure de le faire pour la Casamance. Bien entendu, l'échec ne sera pas une option pour moi. Il n'y aura qu'une seule option, c'est la victoire de l'unité nationale, la victoire du peuple sénégalais et le retour définitif de la paix en Casamance, la reconstruction de la Casamance dans un programme prioritaire, le déminage immédiat de la Casamance, la réinsertion des jeunes combattants pour ceux qui étaient militaires dans l'armée, dans des conditions à étudier bien entendu, et pour ceux qui n'étaient pas militaires dans leur village d'origine, avec possibilité de les accompagner par des projets structurants pour leur permettre d'avoir une vie après maquis, une vie autre que la vie des armes. Oui, nous allons terminer cette offre politique par la diplomatie. Quelle tournure comptez-vous donner à la diplomatie sénégalaise? Parce qu'avec Wade, on assiste à une diplomatie résolument tournée vers les pays du Golfe. Vous, est-ce que vous êtes pour cette option? Vous savez, quand même une des contributions, je crois, que j'ai apportées à l'agenda diplomatique du président de la République, c'est d'avoir travaillé sans relâche pour l'élargissement du partenariat diplomatique du Sénégal. Et vous savez, en diplomatie, c'est très, très délicat de toucher à ce qu'on appelle le socle. Le socle de la diplomatie sénégalaise depuis 40-50 ans, c'est bien entendu les relations privilégiées exceptionnelles avec la France,
les relations privilégiées exceptionnelles avec l'Arabie Saoudite et avec le Maroc. Tout le monde le savait. Maintenant, en étant amis avec beaucoup d'autres pays, bien entendu, et en étant très liés aux pays africains en général. Ce que nous avons fait, c'est que en préservant ce socle et même en le renforçant, nous avons ouvert notre pays aux États-Unis, qui sont arrivés à dire que le Sénégal était le meilleur ami francophone des États-Unis. C'est une grande victoire diplomatique. Nous avons fait la même chose avec le Brésil. On oublie souvent de le dire. Nous avons ramené le Brésil au Sénégal parce que nous avons rouvert l'ambassade du Brésil sur instruction, bien entendu, du président de la République. Mais nous avons aussi poser des gestes et des actes. Par exemple, proposer que la deuxième conférence des intellectuels d'Afrique et de la diaspora, la première édition s'étant tenue au Sénégal, la deuxième dans la diaspora devait se tenir dans le pays qui a le plus d'Africains en dehors du Nigeria, le plus de Noirs, c'est le Brésil. Et on a tenu cette conférence. J'avais presque une amitié, une relation d'amitié avec le président Lula, avec son ministre des Affaires étrangères, qui était effectivement Celso Amorim, un grand ami à moi. Donc, j'ai, comme on dit, mes entrées au Brésil. Et vous savez que le Brésil est un exemple d'autosuffisance alimentaire, de pays émergent qui est passé au statut de pays qui réclame sa part de puissance économique mondiale, n'est-ce pas? Vous savez le rôle que j'ai joué dans les relations avec l'Inde et le rôle que j'ai joué dans le rétablissement des relations diplomatiques, économiques et de coopération avec la Chine, n'est-ce pas, la République populaire de Chine. Le rôle que j'ai joué dans l'élargissement de notre diplomatie aux Émirats arabes, n'est-ce pas, au Qatar, au Koweït, etc., etc. Donc si demain, je suis dans une posture où c'est moi qui dois définir la politique diplomatique du Sénégal, la politique extérieure directement, je vais renforcer cela. Et les 4 axes que nous avions définis, le paradigme des 4 axes, on va les maintenir. Diplomatie panafricaine, je vais chercher de façon encore plus agressive à arriver aux États-Unis d'Afrique. J'y crois fondamentalement. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, on va mettre un peu plus d'élan vers cette poussée panafricaniste. Mais nous allons aussi être beaucoup plus réalistes que la décennie des années 2000-2010. Nous allons maintenant partir avec ceux qui sont d'accord pour élargir le champ à ceux qui hésitent ou qui ne sont pas tout à fait d'accord. Parce qu'au fond, personne n'est en désaccord avec le projet d'un État fédéral africain, comme le voulait Cheikh Anta Diop, comme le voulait Kwame Nkrumah, n'est-ce pas? Donc ça, nous allons le faire. La diplomatie économique, concept que nous avions initié et développer, parce qu'avant on parlait de diplomatie de développement. Nous avons dit diplomatie économique, c'est-à-dire faire de nos ambassadeurs des agents de promotion du Sénégal, de promotion de la destination Sénégal et des investissements au Sénégal. Qu'une ambassade nous coûte 2 millions de dollars par an, c'est-à-dire 1 milliard, et nous rapporte 100 milliards dans l'année en termes de coopération, est très bien pour le Sénégal. Et ça, nous l'avons fait. Et sur beaucoup d'autres aspects, donc, nous pensons que notre axe, nous allons renforcer, amplifier, et la diplomatie et la coopération ne va pas quitter le ministère des Affaires étrangères comme ça se fait actuellement, ce qui est un total non-sens. Ça n'a aucun... un vrai ministère des Affaires étrangères dans toutes les grandes puissances du monde, c'est un ministère qui s'occupe de la coopération internationale. On ne l'ampute pas parce que telle ou telle personne a envie de faire de la coopération ou de la diplomatie. On prend un volet important. Tous les instruments de la coopération internationale du Sénégal sont pour l'essentiel au ministère des Affaires étrangères. Le petit pourcentage qui échappe, c'est la coopération financière technique qui va au ministère de l'économie et des finances. Donc il faut rendre au ministère des Affaires étrangères sa souveraineté dans des domaines précis qui, non seulement la diplomatie classique, la politique extérieure du Sénégal, mais la coopération internationale.